Salut. Comme je dis toujours, mon bureau est à ciel ouvert. Et ici, je vois que Madame la Ministre, le vôtre, l'est aussi. Oui, bienvenue dans les jardins du ministère de l'Agriculture. Merci. Madame la Ministre, allez, première question, je vais parler un peu de mon sentiment d'agriculteur actuel. Vous savez, chaque vidéo, je les finis toujours par mon « aimez-nous, on fera le reste ». En gros, je demande la confiance. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que quand moi je prends l'avion, à aucun moment je descends de l'avion, voir le pilote et lui dire je prends ta place. Laisse, je vais le faire, je prends ta place. Et j'ai vraiment le sentiment que mes concitoyens font ça. Pourquoi ils font ça pour moi? Ils ont pas confiance? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais non seulement vous n'avez rien fait de mal, mais vous faites le bien. Vous faites le bien parce que d'abord vous nourrissez les Français. C'est la fonction la plus noble qui soit. C'est pour ça que j'insiste tellement sur l'idée de la production, l'idée de la souveraineté alimentaire, l'idée que l'agriculture française est une des plus vertueuses au monde. Oui. Et voilà, il faut dire aux Français combien leurs agriculteurs sont précieux. Ils sont précieux aussi parce qu'ils travaillent très dur, beaucoup plus dur que la plupart de nos compatriotes. Vous travaillez, vous avez de longues journées, beaucoup de travail pour des salaires qui sont modestes, voire très modestes, ou en tout cas insuffisants au regard des efforts qu'ils fournissent. Et en plus, certains passent leur temps à leur donner des leçons, ceux-là même qui vivent d'abord loin du monde agricole, loin de la ruralité. Parce qu'en ruralité, moi où je vis, eh bien, les agriculteurs sont non seulement parfaitement intégrés, mais les gens ont conscience de ce que les agriculteurs apportent à notre pays. Mais ce sont les néo-ruraux, ce sont les urbains qui n'ont d'abord aucune connaissance du métier, parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils ne maîtrisent pas, et en revanche sont très actifs dans l'opinion publique pour jeter les germes maléfiques de cette méfiance. Or, les agriculteurs, ils ont besoin de la confiance de la nation. Et je crois au final qu'au bout du bout, ils ont cette confiance de la plupart des Français. On le voit bien au Salon de l'Agriculture, ils se pressent très nombreux. Ils sont là pour dire aux agriculteurs, pour admirer leur travail, leurs animaux. Et moi, je pense que, comme toujours, notre pays est plein de paradoxes, plein de contradictions. Je crois que si ils ont de la considération et de l'amour pour les agriculteurs, en tout cas pour ceux qui les connaissent, il faudrait qu'ils aiment davantage notre agriculture, parce qu'on a une très belle agriculture et on devrait en être infiniment fiers. Madame la Ministre, du coup, pour passer ces messages-là, pour nous agriculteurs, il existe aujourd'hui beaucoup de moyens. Il existe bien sûr les réseaux sociaux, le ministère lui-même fait des communications, les interprofessions. Voilà, on a beaucoup d'outils aujourd'hui. Allez, moi j'ai envie de vous dire, chiche, on lance une chaîne YouTube du ministère, on met tous les gens qui sont en mode pédagogie et vulgarisation, parce que ça j'y tiens beaucoup, et on travaille ensemble et on fait quelque chose de transversal avec tout ce qui se fait déjà aujourd'hui. Je parle de vidéo, parce que la vidéo qu'on est en train de faire, en fait, c'est tout à fait tendance. Chiche, on y va, et puis on fait la chaîne YouTube de la Ferme France. Chiche, moi je trouve que c'est une idée formidable. Allez. C'est formidable d'abord parce que on sait que les réseaux sociaux, et vous en êtes l'illustration, cher Bruno, ça marche très fort pour vous. Et c'est comme ça que je vous ai connu. Et ce que je trouve formidable dans la façon dont vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes à la fois souriant, vous n'êtes pas dans le vindicatif, dans la revendication, dans l'agressivité. Vous faites ça avec humour, mais toujours avec beaucoup de précision et de pédagogie. Donc, alors moi je suis complètement d'accord, travaillons-y. Super je trouve nouvelle. que c'est une très très bonne nouvelle. Et il me semble qu'il faut aussi utiliser ces moyens de communication pour rétablir certaines vérités. Parce qu'il y a des chiffres complètement fantaisistes, des données complètement, des choses qui sont irrationnelles et qui nourrissent tout un tas de fantasmes qui sont très loin de la réalité. Donc il faut revenir à la réalité des choses, à la réalité de la vie, à la réalité de la science, et qu'on arrête de tomber dans ce complotisme, cet obscurantisme, cette idéologie qui déforme la réalité et qui vous nuit. Donc, banco, on y va. Allez. Madame la Ministre, je vais vous parler des aléas. C'est mon truc fétiche, les aléas, parce qu'en fait, je considère que mon métier d'agriculteur est entravé par 3 aléas. Climatique, géopolitique et aussi réglementaire. Malheureusement, le réglementaire est un aléa, donc c'est beaucoup de réglementaires européens qui est parfois surtransposé au niveau français.
Premièrement, l'aléa réglementaire. On va prendre un exemple. Il y a 15 mois, j'étais avec mes collègues syndiqués, pas syndiqués, agriculteurs, on était en manif, une manif nationale assez importante. On était sur les autoroutes et ailleurs. Depuis, il y a eu franchement quelques annonces intéressantes, c'est indéniable. Il y a eu aussi la fameuse LOA. Mais moi, personnellement, j'ai toujours ce sentiment de trop peu, surtout d'inertie, voire même parfois d'abandon sur certains sujets. Mon vrai sujet, c'est mes enfants, 24-26 ans, transmettre la ferme. Aujourd'hui, je n'ai pas la certitude, je vous avoue, parfois j'en dors pas la nuit, je n'ai pas la certitude de pouvoir transmettre sereinement parce qu'il n'y a pas les revenus suffisants. Il n'y a plus les revenus suffisants. Et ça me mine. Et aujourd'hui, les jeunes, ils veulent s'installer, ils sont motivés. Moi, je vois plein de jeunes motivés, mais ils sont super inquiets. Donc voilà, il faut qu'on les rassure. On va sûrement parler de la loi entrave qui va être, à mon avis, un outil pour rassurer et pour aller vers ça, si elle passe. Mais voilà, moi, j'ai plus le temps et ma ferme n'a plus le temps. Je comprends votre sentiment d'urgence, d'abord parce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, et c'est sans doute la plus belle chose qui soit, transmettre son exploitation agricole que parfois on a hérité de ses parents, qu'on a envie de voir perdurer, prospérer. C'est quelque chose qui mérite d'être encouragé. Ce sentiment d'urgence, vous l'avez aussi parce que ça fait des années que les agriculteurs crient dans le vide leur demande de simplification. Notre pays a la maladie de la complexité et de la surcomplexité par rapport à l'Union européenne. Ah oui. Donc quand je suis arrivée ici à la tête du ministère, c'est une des choses que j'ai inscrites au fronton de mon ministère, simplification. Donc moi je ne crois pas au grand soir, je crois aux petits pas, répétés, obstinés, voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien dans ma fonction de ministre. La première chose que j'ai faite, c'est le contrôle administratif unique, parce que la multiplication des contrôles nourrissent la défiance. Oui. L'agriculteur, il se dit, mais on passe son temps à me contrôler, ça veut dire que je ne fais pas bien le boulot. Oui. Donc, première chose, contrôle administratif unique. La deuxième chose, toute bête, vous bénéficiez d'aides européennes. Oui. Et chaque année, au moment du versement des aides européennes, des aides de la PAC, si vous étiez en procédure de contrôle, vos aides étaient bloquées. Et ça mettait en très grande difficulté de trésorerie certains agriculteurs. Donc moi j'ai décidé que toutes les aides européennes seraient versées, même en cas de contrôle. Puis s'il y a un problème, on avisera pour que l'agriculteur assumera, mais la plupart du temps, il n'y a pas de difficulté. Troisième exemple, et pour vous dire, ça c'est à la main du ministre, ce n'est pas des choses très compliquées. Oui. Ça ne suppose pas des lois qui vont durer, qui vont prendre un temps infini à l'Assemblée et opposer les uns et les autres. Il y a des régions de France qui n'ont pas les mêmes climats et il y a un même calendrier des travaux agricoles pour toute la France. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand on dit à partir du 1er novembre, on ne peut plus épandre, quand les terres sont sous l'eau, qu'on ne peut pas y mettre un engin, on décale le calendrier des travaux agricoles. Oui, il y a cette rigidité. Voilà. Oui. Donc moi, ce que je veux, c'est de la souplesse et de ce point de vue-là, les services déconcentrés de l'État, les DDT, les DRAF, les préfets, ils sont là pour adapter avec ce qu'on appelle tout simplement du bon sens. C'est ce que vous avez demandé dans les révoltes bon sens agricoles. Paysan. Le bon sens, c'est ce que signifiaient les panneaux à l'envers. Oui. Hein. Remettez les choses à l'endroit, dans le bon ordre, celui du sens commun, celui du bon sens. Et c'est ce que j'essaie de faire jour après jour. Et je dis, quand je vais dans les régions, je dis, si vous avez des suggestions de simplification à faire, dites-le moi. Mais il y a encore un champ immense. Hein. Oui, oui. Ça, c'est clair. Donc, la loi entrave qui vise à lever les entraves qui pèsent sur votre métier, j'espère qu'elle passera parce qu'elle est très attendue. Et ce n'est pas la monstruosité environnementale que l'on dit. Là aussi, il faut rétablir la vérité. Sur les 6 articles que comportait la loi quand elle est sortie du Sénat, il y en a 5 qu'on a travaillé avec le ministère de la Transition écologique. Qu'on ne me dise pas que le ministère de la Transition écologique est une dangereuse menace pour l'environnement. La défense de l'environnement, c'est son objectif, c'est son champ de compétences. Donc on a travaillé pour rendre ce texte équilibré. Il y a un point qui concentre un certain nombre d'oppositions. Vous le savez, c'est le rétablissement de la stamiprine, mais
pour ce qui est de l'eau, de la séparation vente-conseil, la réglementation sur les bâtiments d'élevage, les règles qui régissent les liens entre l'OFB et les agriculteurs. Tout ça, on l'a travaillé de concert avec ma collègue du MTE et je pense qu'on est arrivé à quelque chose de très équilibré. Et même sur le rétablissement de l'acétamipride, les choses sont quand même très encadrées pour les rendre conformes au droit constitutionnel. Et encore une fois, on ne fait rien d'autre que adopter ce qui est adopté partout en Europe. Donc cette question de la norme, de la règle, de la surtransposition, elle nous mine, elle nous bouffe et elle vous ruine le moral. Madame la ministre, on va venir sur le sujet simplification. J'ai en tête le président Hollande, je ne dis pas de bêtises, 2014, il avait voulu un choc de simplification. J'ai vraiment le sentiment qu'on n'y arrivera jamais en France. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Mais en fait, on est toujours moins d'agriculteurs. Il y a toujours plus de personnes qui gèrent notre sphère agricole. C'est vrai, c'est faux, je me trompe? Ce qui est vrai, c'est que le nombre d'agriculteurs diminue, oui. Que les exploitations s'agrandissent. Donc il est très important, c'est le mur qui est devant nous, là, le renouvellement des générations. Carrément, oui. Donc il faut qu'on amène des jeunes au monde agricole. En plus, ce sont des métiers de passion. Moi, je le vois chez moi, j'ai une terre d'élevage. Il faut voir au moment des comices la passion qui est chez les jeunes, et même les très jeunes. On sent bien qu'il y a une transmission qui se fait. Mais il faut que la passion nourrisse. Mais il faut que la passion nourrisse. L'agriculteur. Il faut que la passion nourrisse l'agriculteur et le revenu, c'est une question majeure. Le revenu, c'est 3 choses. C'est d'abord les moyens de produire. Il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut des moyens de protection. Ensuite, il faut des aides, les aides européennes, les aides nationales, les allègements de charges. D'abord des prix peut-être. Et puis, il faut des prix rémunérateurs. Oui. C'est ces 3 choses-là qui font le revenu. Et donc, il faut travailler sur ces 3 volets-là. En même temps, je suis d'accord. Donc, le nombre d'actifs agricoles, c'est un indicateur à surveiller de très très près. Parce que si on veut de la souveraineté alimentaire, si on veut de la production, il faut des gens pour produire, évidemment. Et le machinisme et la mécanisation ne permettent pas tout. Il faudra, et c'est heureux, toujours des hommes et des femmes pour apprécier la granularité d'un lait qu'on veut cailler pour faire du fromage. Il faudra toujours le regard du cultivateur pour apprécier la maturité d'un grain de raisin qu'on va vendanger ou la maturité d'un grain de blé qu'on va faucher. Heureusement qu'il faudra toujours cette main et ce regard de l'homme qui sait. Et puis moi, ce que je vois aussi, ce que je perçois chez les jeunes, c'est quand même l'envie de travailler dans ces métiers du vivant qui ont beaucoup de sens, qui ont un attrait vraiment, mais à condition d'en vivre. Ça, c'est la condition absolue, parce que la passion ne suffit pas, à l'évidence. Donc, comme disait le président Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Moi, je serais tentée de dire arrêtez d'emmerder les agriculteurs. Ça ne veut pas dire déréguler, ça ne veut pas dire supprimer tous les contrôles parce que voilà, il y a des règles et il faut les contrôler, mais raisonnablement. Nous on dit toujours laissez-nous bosser quoi. Exactement, il faut respecter le travail, respecter l'agriculteur, respecter l'éleveur. Et il y a des mots qui blessent, il y a des mots qui font douter et qui ne sont pas acceptables. Donc moi, quand je suis arrivée ici, j'ai dit je serai la ministre de l'Agriculture, bien sûr, parce que ça suppose d'indiquer le chemin. C'est ça le rôle d'un ministre, c'est de dire voilà où je veux emmener l'agriculture demain, mais je serai aussi la ministre des agriculteurs. Parce que c'est ce qui fait que ce ministère est profondément attaché, c'est que ça touche tous les territoires, ça touche tous les Français par l'alimentation. Et puis surtout, c'est un monde de rencontres avec des hommes et des femmes qui font vivre l'agriculture. Et moi, je veux aussi être la ministre des agriculteurs. Moi, sur ma ferme, pour produire 1 tonne de blé, ça me coûte 210 € la tonne. En face de moi, si on prend un agriculteur ukrainien, ça lui coûte 110 € la tonne. Je pense que j'arriverai jamais à combler ça. Je pourrais de facto pas être compétitif. 100 € la tonne, j'aurais beau toucher tous les leviers de charge avec un peu de chance d'avoir des prix, je vais avoir du mal. Là, ce qui me gratte pas mal, ce qui me gratouille pas mal, c'est tous ces accords internationaux qui viennent par-dessus. Il faut aider l'Ukraine, mais voilà, faut pas qu'on le fasse seul, nous, agriculture française. Il y a le Mercosur, là, qui est vraiment... ça me fait peur, hein, cette signature.
C'est un peu on vit ça comme des murs. Mais en même temps, je produis des céréales aussi, donc on a besoin d'échanger. Je suis pour les échanges. Maintenant, voilà, je me dis 20% de l'assiette européenne est déjà importée, 50% pratiquement, si je ne dis pas de bêtises, de l'assiette française, c'est déjà pas mal. Voilà. Est-ce que nous, agriculteurs français, agricultrices, on est suffisamment protégés? L'essentiel de mon temps en ce moment se passe à l'international, sur la PAC et sur le Mercosur. Et j'ajouterai l'Ukraine aussi. Oui. Moi, vous me parlez de l'Ukraine, qui est un grand pays producteur de céréales, de volailles, d'œufs, de miel et de sucre. Et c'est un sujet d'inquiétude majeure pour les agriculteurs européens, pas que français. Quand je vais en Pologne, les Polonais me parlent tout autant de l'Ukraine que du Mercosur. Quand je vais en Hongrie, c'est la même chose. Donc il y a une concurrence qui doit être loyale, c'est le principe, et des accords qui doivent être équilibrés. Il faut aider l'Ukraine. L'Ukraine est un pays agressé dans son indépendance territoriale. On doit soutenir l'Ukraine, ça ne fait pas de débat. Mais ce n'est pas aux agriculteurs français et européens d'en payer le prix, plus que de raison. Or, il a fallu, quand on a levé les droits de douane à l'égard des produits, des productions ukrainiennes, immédiatement ça a déstabilisé nos marchés. Ce n'est pas acceptable. Donc nous, on a protesté et on a obtenu des freins d'urgence. Et il faut des freins d'urgence. L'agriculture ukrainienne, c'est une agriculture monde. On n'est pas à l'échelle des exploitations européennes et en particulier françaises. L'agriculture française, c'est pour l'essentiel une agriculture de taille familiale. Donc moi, je serai très vigilante sur ce point. Et on n'est pas seul dans ce combat. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays européens qui regardent ça avec beaucoup d'attention. Donc on va rallier du bon pour le Mercosur. Alors, sur le Mercosur, moi, je travaille ardemment à la constitution d'une minorité de blocage ou à empêcher une majorité d'adoption. Et on n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce que les réserves que la France a à l'égard du Mercosur, beaucoup les partagent. Quelles sont-elles? D'abord, un risque de déstabilisation des marchés. Ce projet d'accord, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il est sur la table. S'il était bon, il serait déjà signé. Donc moi j'étais très soulagée quand j'ai entendu le président de la République dire on n'est pas contre les accords de libre-échange par nature, je l'ai dit moi-même. Mais le problème c'est que ce projet d'accord il n'est pas respectueux des agriculteurs. Et le président de la République a dit, ce que je répète à longueur de journée, il faut protéger nos agriculteurs par des clauses de sauvegarde robustes et des vraies clauses miroirs qui supposent des contrôles. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude que les contrôles soient bien effectués. En plus, les pays du Mercosur et singulièrement le Brésil, qui était l'hôte d'honneur de la France il y a peu, ont été très malins. Eux, ils ont négocié des clauses de sauvegarde spécifiques, par exemple sur leur industrie automobile. Et nous, on a négocié une clause de sauvegarde générale qui n'est pas du tout protectrice, parce que si par exemple en France on est les seuls à être défavorisés, on ne pourra jamais activer cette clause de sauvegarde générale. Je m'excuse, c'est un peu technique. Non, mais il faut être technique, parce que si c'est pour ne pas les activer... Exactement. En plus, les contrôles, rien ne nous garantit que des contrôles solides seront faits dans les pays du Mercosur. Et nous, il faut qu'on soit sûr qu'ils soient bien faits au niveau de l'Union européenne. Puis dernière chose, enfin, c'est un peu passé sous les radars, mais les pays du Mercosur ont négocié une arme terrible qui s'appelle le rééquilibrage des concessions. Je m'explique. Si les règles que nous leur imposons déstabilisent leur propre marché, ils peuvent activer une clause de sauvegarde. Ça veut dire, et ça c'est une première dans un accord de libre-échange, ça veut dire qu'ils portent atteinte à notre souveraineté réglementaire. Ça veut dire qu'on ne pourra pas exiger d'eux de produire aux conditions auxquelles nous assujettissons nos propres agriculteurs et nos propres éleveurs. Donc ça n'est pas acceptable. Et moi, je me battrai, et je me bats avec mon collègue ministre de l'Union européenne, mon collègue ministre du commerce extérieur. On est tous les trois au front et on se bat pour obtenir ça. Mais on a en face de nous une Ursula von der Leyen très déterminée. Donc c'est un combat, on le mène. Je ne veux pas qu'on puisse un jour nous reprocher de ne pas avoir fait tout ce que nous pouvions faire
pour lutter contre les effets négatifs de ce projet d'accord. C'est très clair. Vous connaissez Miss Better, Madame la Ministre? Oui, je l'ai déjà. Voilà Sa jumelle. la filière betteravière française. Moi, je l'adore parce qu'elle est 100% française. Alors, je vous l'offre à nouveau. 100% française, elle sait tout faire. Alcool, dans les parfums de luxe aussi, on trouve l'alcool de ça. Le sucre, évidemment. Moi, 6 usines fermées en 6 ans en France, 5 usines en Europe. Et apparemment, en Europe, ça s'accélère. J'aime bien mettre les pieds dans le plat, des fois, de poser ce genre de questions. Est-ce qu'on doit carrément stopper en Europe la production de sucre blanc naturel et uniquement importer du sucre de canne? Alors le sucre, c'est une grande production française, vous le savez. La France est un grand pays producteur de sucre, donc de betteraves sucrières, et c'est très important qu'elle le demeure. C'est une fierté, c'est une force de notre production agricole et de notre secteur agroalimentaire. Donc moi, je considère que nous devons défendre notre filière sucrière. Je suis allée visiter une sucrerie, ils font un travail formidable. D'abord dans la production de betteraves sucrières pour produire à des conditions respectueuses de l'environnement, mais en même temps qui permettent de produire quand même, parce qu'il faut de la matière, qui réutilise l'eau, qui contractualise avec les producteurs. Donc, oui, on est en train de décarboner beaucoup là. Il y a une décarbonation, donc c'est une industrie très innovante qui s'est mis vraiment dans une optique de modernisation de son outil de production. Donc moi je la soutiens très fermement. Les cours sont mondiaux, donc c'est compliqué. En ce moment ils sont bas, trop bas par rapport aux coûts de production. Donc c'est aussi, et on reboucle avec le Mercosur, il prévoit quand même de nous amener des contingents de sucre. Donc c'est pas bon pour nous, c'est pas bon ni pour la France ni pour l'Europe. À votre question, sucre roux ou sucre blanc, moi je pense qu'on a besoin des deux. D'abord parce que on en produit en France aussi. On en produit en France, en Outre-mer, et c'est une belle filière qui correspond aussi à une attente d'une partie des consommateurs. Donc les deux ont droit de cité dans l'assiette des Français, dans la tasse des Français, dans les pâtisseries des Français. Et je pense que ce serait absurde de les opposer. D'abord, ils n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés en pâtisserie. Tout à fait, exact. Pour qui fait de la pâtisserie, on sait que le sucre roux et le sucre blanc, c'est pas la même chose. Très bonne remarque. On fait du sucre glace avec du sucre blanc, on ne fait pas du sucre glace avec du sucre roux. Enfin, pour autant que mes connaissances me permettent de le dire. Donc moi, je n'oppose pas. Et de façon générale, je n'oppose pas les modes de production agricoles. Je pense que c'est un mauvais débat et ça n'amène à rien. On a besoin de tous les producteurs, on a besoin de toutes les productions. Une des fiertés françaises, c'est la variété, la diversité de ces productions. Complètement. Bon, vous l'aurez compris, je vous avais tendu la perche parce que je suis un fervent défenseur de la non-opposition. Voilà. Oui. On ne se divise pas. Vous voyez, je ne le savais pas, mais voilà. Bien sûr. Troisième et dernier sujet, Madame la Ministre, les aléas climatiques. Oui. On va d'abord parler d'une chose que j'utilise beaucoup, évidemment, c'est mon premier métier, c'est l'agronomie. L'agronomie, c'est le premier levier sur ma ferme. On va parler de couverture de sol, rotation longue et variée de cultures. En même temps, il faut aussi préserver les haies, la biodiversité. Voilà, c'est beaucoup de choses en même temps, mais voilà, je pense qu'on fait beaucoup de choses bien. Moi, je pense que concrètement, vraiment sur le terrain, parfois, ça peut coincer. Quelques exemples, on a des financements pour planter des haies mais pas pour les entretenir. On a une assurance climatique qui marche sur la tête, pour reprendre une expression, à travers sa moyenne olympique qui est pour moi assez bizarre. J'ai le sentiment sur ma ferme de devoir prendre seul le risque des transitions, je ne suis pas fan de ce mot mais je le dis, des transitions qui sont nécessaires. Et c'est un risque financier. Et premier maillon de la chaîne jusqu'aux assiettes, j'ai ce sentiment-là. Du coup, on va pouvoir aussi peut-être parler de la PAC future et actuelle. Donc, je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, le défi climatique, c'est le grand défi. Il n'y en a pas beaucoup de plus important que celui-là. Et face au défi climatique, moi je n'ai jamais autant regardé le ciel que depuis que je suis ministre. Je tremble chaque fois qu'on annonce des orages parce que je sais le prix que vous allez payer pour ça. Inondations,
destruction de fonds, destruction de récoltes, et c'est chaque fois du travail ruiné et du revenu en moins. Donc c'est clairement un défi majeur. Alors, un jour un paysan m'a dit le ciel s'impose. Il s'est toujours imposé. Depuis la nuit des temps, le ciel s'impose. Oui. Mais c'est vrai que le réchauffement climatique fait s'alterner des épisodes météorologiques de plus en plus violents. Voilà, intensité et fréquence différentes. Intensité et Oui. fréquence. Et donc par rapport à ça, et il y a la sécheresse de l'autre côté. Parce que quand je suis allée en Occitanie, j'ai vu les effets de la sécheresse. Et puis en Outre-mer, n'en parlons pas. Chido, Garance. Donc par rapport à ça, il y a des réponses. Il y a des réponses au changement climatique. D'abord, il faut travailler évidemment au niveau mondial sur les causes de ce changement climatique, hein, les émissions de gaz à effet de serre, le carbone, bon, tout ça est connu. Donc tout ce qu'on peut dans les pratiques humaines, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. Bien sûr. Il y a aussi Logement, transport. toutes les activités humaines, le Oui. transport, le logement, l'industrie. Toutes les activités humaines sont productrices contribuent pour une part variable, mais au changement climatique. Hein. Donc, moi, je refuse qu'on stigmatise les agriculteurs. Alors, il y a des réponses techniques, il y a des réponses agronomiques. Alors, peut-être un petit point sur l'agronomie, parce que ça, je trouve que ça, c'est la science millénaire. C'est le premier levier pour moi. C'est le premier levier. Travailler les sols, le couvert végétal, l'assolement triennal, faire en sorte que les sols gardent de l'humidité, revaloriser, régénérer les sols pour qu'ils soient mieux producteurs. Par exemple, la betterave, moi j'ai été frappée quand je suis allée visiter une exploitation et une entreprise sucrière. Ils m'ont montré comment ils travaillaient avec les producteurs pour ne travailler le sol que sur le rang de betterave. Oui, c'est ça. Pour éviter le retournement du sol à côté, parce qu'on sait que le retournement du sol, il a des effets négatifs aussi. Donc l'agronomie, pour moi, c'est la science de toujours. Et il faut la réhabiliter, l'agronomie, parce qu'elle apporte beaucoup de réponses, et des réponses intelligentes, des réponses respectueuses de l'environnement. Et puis il y a aussi des équipements, de l'agroéquipement qui est une réponse formidable aussi. Moi je suis convaincue que la technologie, la science, les agroéquipements, la technologie de précision, les Oui. équipements agronomiques de précision, la tech agricole, c'est fabuleux. Oui, On oui. est aujourd'hui en capacité de dire, voilà, votre sol il a telle caractéristique, et vous allez pouvoir cultiver de façon plus intéressante telle ou telle production. Je trouve ça fabuleux. Donc moi je ne suis pas du tout une décliniste, je pense qu'on peut combiner intelligemment le travail de la terre avec son respect, avec le respect de l'environnement. Et puis il y a tous les agroéquipements qui permettent aussi d'économiser l'eau, l'irrigation enterrée, les serres qui sont mieux résistantes aux aléas météorologiques. Mais on n'évitera pas en totalité les caprices du temps. Ça, c'est absolument certain. Je crois beaucoup aussi à l'adaptation des cultures au changement climatique. Par exemple, dans le sud de la France, où on a des comportements comparables à ceux de la Jordanie en termes climatiques. Là, il faut clairement adapter nos cultures. Semences, plants. Semences, plants, des semences plus résistantes. C'est pour ça que les NGT, les nouvelles techniques génomiques, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont nous apporter. Ce n'est pas des OGM, ne pas confondre. Non, ce n'est pas le fameux OGM caché qu'on nous dit. On ne modifie pas la génétique des plantes, simplement on travaille pour avoir des semences et des plants mieux résistants. Et c'est très important qu'ils soient moins gourmands en eau, plus résistants à la sécheresse. Puis aussi des cultures, je sais pas, on est des gros producteurs d'huile, des gros consommateurs d'huile d'olive, mais des petits producteurs. Produisons de l'huile d'olive. Je crois que mes collègues du Sud ont démarré ça, l'huile d'olive, la figue, les amandes. Les amandes. Tout à fait. Tout à fait. On s'adapte, hein, on s'adapte vraiment. D'ailleurs, on va en parler dans une minute. Mais il faut aussi de l'eau. Exact. Il faut accéder à l'eau. Pas d'eau, pas de vie. Pas d'eau, pas de nourriture. Pas de nourriture. Pas de palais, pas de palais. J'adore celle-là.
Je suis un peu prétentieux parfois, je me dis, moi je suis le plus écologique de France en tant qu'agriculteur, parce qu'en fait on a une écologie plutôt pragmatique et surtout avec un volet économique. C'est vraiment cet aspect pour moi qui manque dans tout ce qu'on essaye de nous imposer, parfois par injonction, mais ça n'a jamais marché. Écologie égale économie pour moi. Il faut ce volet économique, il faut qu'on l'impose à un moment donné, qu'on ne parle pas que d'écologie, et je crois que ce serait un moyen d'y aller. Mais vous avez tellement raison, Bruno, tellement raison. Toutes les décisions qu'on prend, on devrait toujours les environner des conséquences économiques qu'elles emportent. C'est trop facile sinon. On décide sur voilà, dans l'abstrait, et puis qu'importe ce qu'il adviendra du producteur qui devra appliquer les règles que certains auront édictées du haut de leur science, déconnectées de la réalité. Alors, tout ça est toujours une question d'équilibre. L'économie ne peut pas à elle seule dicter ses règles, parce que là on est dans l'ultralibéralisme, mais l'écologie ne peut pas être dans l'idéologie déconnectée des conséquences économiques. Parce que l'économie, ce sont des hommes et des femmes, des familles qui en vivent, des territoires qui en vivent, Bien sûr. des filières qui en vivent et des Français qui se nourrissent. Donc voilà, c'est très important. On devrait se réjouir quand l'économie agricole va bien. Il y a une chose qui me frappe, vous voyez, c'est la méconnaissance que les Français ont de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est quoi? C'est passer de la production agricole à l'assiette des Français. Entre les deux, il faut une industrie agroalimentaire. Et là où il y a de l'agroalimentaire, il y a de la production. Et les Français disent, ah ben oui, il faut produire, mais il faudrait ne pas transformer. L'agroalimentaire serait l'équivalent de la malbouffe. Ça n'a aucun sens. On n'est pas des poules, on ne mange pas le blé directement, il faut le transformer. Exactement. Il faut des meuniers pour faire de la farine, il faut des boulangers pour faire du pain, il faut des pâtissiers pour faire des gâteaux. Voilà, il faut des fabricants pour faire des pâtes. Et voilà, il faut tout ça. Donc, il faut réhabiliter à la fois notre agriculture, mais aussi notre secteur agroalimentaire. Et c'est là qu'on croise évidemment avec la question économique. Tout à fait. Parlons vignoble, viticulture française. Personnellement, avec ma voisine Alice, on tente l'aventure. Voilà, on a produit ça l'année dernière. Voilà, ça s'appelle Montpourceau, c'est un chardonnay. Je me permets de vous l'offrir. Cuvée Jaja. Voilà, je reconnais votre Jaja. humour. Alors Jaja, Justine, Arthur, Juliette, Alban, c'est les prénoms de nos enfants. Et cette année, elle aura un autre nom. Je cite souvent ce dicton, boire un canon, c'est sauver un vigneron, avec modération, évidemment. Comment on pourrait aller beaucoup plus vite là maintenant pour sauver la viticulture et les vignobles français? Bon, d'abord, la viticulture française, c'est un des fleurons de l'agriculture française. C'est ce qui a fait une grande partie de la renommée de notre histoire. Ce sont des savoir-faire ancestraux, ce sont des vignobles prestigieux ou des productions de pays de grande qualité. La viticulture française, c'est un monde en soi et qui souffre beaucoup. C'est un des secteurs agricoles qui souffre probablement le plus. Aléas climatiques, aléas météorologiques, changement climatique, déconsommation, changement de consommation et sans doute surproduction. C'est ce qui a motivé l'arrachage, la destination, enfin toutes ces réponses, mais qui sont des réponses un peu de court terme. Et on essaie de travailler avec les professionnels pour voir quels sont que ce soit les indépendants ou que ce soit les coopérateurs, pour trouver les bonnes réponses adaptées à ce secteur qui est en grande souffrance. Ça passera certainement par une adaptation de la production aux besoins du marché. Il faut aussi que les Français mesurent à quel point, quand ils ont le choix entre différents types de production, qui soutiennent nos viticulteurs français qui souffrent particulièrement en ce moment. Il faut soutenir la production nationale, là il faut être un peu patriote. L'achat patriote. Et faire des achats patriotes parce qu'aujourd'hui ils en ont vraiment. Est-ce qu'il faudra aller peut-être plus loin sur la traçabilité parce que ça c'est valable pour toutes les productions agricoles? Ah ben oui, parce que alors on vit un paradoxe. Moi je visitais une coopérative qui me disait cette année j'ai manqué de vin et j'ai été obligée d'aller en chercher chez les voisins espagnols. Ah oui.
Donc voilà, il y a effectivement aussi une question de traçabilité et puis d'adaptation aussi au désir du consommateur. Le consommateur a changé de goût. Il aime les vins rouges plus frais, plus légers, Plus aromatique, plus moins aromatiques, alcoolisé. moins alcoolisés. Tout ça, ce sont des attentes du marché auxquelles il faut répondre parce que, in fine, c'est le consommateur qui a raison. Nous, agriculteurs premier maillon, on a toujours produit que ce qu'on nous demande Mais oui, au niveau de l'assiette, mais tout à oui, fait. mais oui. Et donc ça, on le voit, les filières qui s'en sortent, les producteurs qui s'en sortent sont ceux qui ont su répondre aussi à l'attente des consommateurs. Les vins bio, alors il n'y a pas que les vins bio, mais il y a un marché pour le vin bio, pour les vins légers, pour les vins de pays, pour les vins qui sont attachés, où on peut raconter une histoire d'attachement au terroir. Moi je vois, lorsque je vais visiter des viticulteurs, ils me disent on a remis en production des cèpes anciens, Oui. natifs, des productions natives. Les gens ont envie qu'on leur raconte cette histoire aussi du lien avec le terroir. Et puis la résistance aux maladies, il faut aussi la travailler avec les NGT. On sait qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite pour rendre les cèpes, les vignes moins gourmandes en eau, mieux résistantes aux ravageurs. Donc tout ça, il faut travailler vraiment de concert tous ces sujets-là. Tout à fait. Un grand merci pour votre accueil et nos échanges, Madame la Ministre. Vous savez que je finis sur mes vidéos par aimez-nous, on fera le reste. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, moi, je dirais d'abord merci Bruno pour ce moment formidable et puis qui en appelle d'autres puisqu'on va collaborer ensemble Ah, sympa. sur une communication Je l'apprends. voilà, concertée pour rétablir un certain nombre de vérités et puis montrer aux Français que notre agriculture, il faut en être fiers. Soyons fiers de nos agriculteurs, de nos agricultrices, parce que les femmes aussi jouent un rôle important dans l'agriculture. Et donc voilà, vous faites œuvre utile, cher Bruno, et je voudrais vous en remercier. Voilà. Salut, salut! Bisous.